Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans la Tribune des Décideurs, une émission hebdomadaire chaque lundi, 12h30, 13h, pendant laquelle vous pouvez poser toutes vos questions au patron que nous recevons. Nous sommes en compagnie de notre partenaire de la Tribune et de son représentant, Philippe Mabille, directeur adjoint de la rédaction. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Christophe Praud, le président du CJD, le club des jeunes dirigeants. Monsieur Praud, bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez 45 ans et vous êtes depuis 1 an et demi maintenant à la tête de ce mouvement patronal. On va essayer ensemble d'en mieux connaître les arcanes et ce qui le différencie de ses petits camarades. Vous êtes chef d'entreprise vous-même et vous allez nous parler de votre vision finalement en tant que responsable du Centre des jeunes dirigeants de l'économie actuelle et de l'actualité qui est dense. Un mot déjà sur ce mandat qui est très court, qui est le vôtre. Dans 6 mois vous partez, vous connaissez déjà votre successeur. Exact. En 2 ans, est-ce qu'on peut peser, est-ce qu'on peut changer les choses ? Le CJD a pesé tout au long de son histoire. C'est quand même le plus vieux mouvement patronal. Il a 76 ans d'histoire. Donc en fait, nous, on est en tant que président, ce mandat court est un mandat qui se place surtout sur le symbole du passage de témoin. Donc il y a beaucoup de propositions dont on fait la promotion aujourd'hui qui sont déjà issues de mes prédécesseurs. Et quand elles font sens pour le bien-être de l'économie et le bien-être de l'entreprise, on les poursuit, je dirais comme un témoin qu'on se passe. Et puis après, chaque président peut amener une réflexion aussi par rapport à la temporalité actuelle, économique. Donc on donne une dynamique, je dirais, plus ou moins forte sur la cause environnementale, sur le sociétal, sur le fiscal. Enfin, après, ça va dépendre de la teneur. Mais globalement, on porte quelque chose qu'on nous transmet et on va le retransmettre. Donc oui, c'est une longue histoire. Et vous, votre bilan, la fierté particulière que vous avez envie de laisser à l'issue de ce mandat ? Écoutez, on le fait rarement pour une fierté extrêmement personnelle. Pour moi, c'était assez inattendu parce que souvent, un président national du CJD qui prend le mandat juste après une élection présidentielle nationale a souvent un mandat plutôt calme puisqu'on a un nouveau président de la République qui est là pour mettre en place son programme. Donc, on est plutôt en mode d'observation et en fait, on ne s'attendait pas à ce que la machine s'enraille si vite. Et donc, très tôt, dans mon mandat, on a dû avoir une influence pour dire attention, les mesures que vous prenez ne sont pas adaptées. Donc il a fallu qu'on réagisse très très vite, alors qu'en général, les fameux 100 jours qu'on donne au président, on lui fout un peu la paix. Et là, très tôt, il a fallu réagir. Donc il a fallu monter un peu les manches et c'était pas désagréable. Donc on a l'impression d'avoir dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, est-ce que les choses ont changé? C'est un autre sujet. Ouais. Philippe. Alors avant de revenir sur est-ce que les choses vont changer en 2014, qu'on attend la conférence de presse du président de la République demain, on va beaucoup en parler pendant cette interview, mais d'abord votre point de vue sur l'état de l'économie. On dit beaucoup que la France va mal dans un monde qui va plutôt mieux, la croissance mondiale repart. Est-ce que la France, à cause de ce contexte que vous citiez tout à l'heure, risque de rester à l'écart de la reprise ? Je pense qu'il y a un risque de rester un petit peu à l'écart parce que qu'est-ce qui fait finalement la capacité d'un État à se développer, c'est finalement à coller à la dynamique qui aujourd'hui est mondiale. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, mais on a quand même dit quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir aussi se regarder par rapport à nos confrères, notamment ceux qu'on compare. Et à un moment, on regarde l'Allemagne, 2% oui, de croissance, quasiment l'équilibre budgétaire, le plein emploi. Exactement. La photographie est quand même pas à notre avantage. Oui, et puis en plus, si vous voulez, on a une capacité à aller regarder ce qui va bien chez certains pays, la Hollande, la Finlande, l'Allemagne. Enfin bon, on a plein de pays comme ça sur lesquels on est admiratif. Et en fait, on ne prend pas la matière pour dire qu'est-ce qu'il faut changer. Donc en fait, là où le risque de décrochage est important, c'est si effectivement les fameuses réformes, on parle toujours de réformes, enfin les fameux combats à mener ne sont pas menés, il y a quand même un risque à ce que ça décroche. Et ça touche le social. Clairement, ça touche le fiscal, ça touche la capacité d'une entreprise à investir, qui est aujourd'hui complètement sclérosée par le jeu des banques, par le jeu de la frilosité générale, et donc du coup à embaucher. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est l'emploi. Dès lors qu'on a un emploi qui baisse, dès qu'on n'a plus d'employabilité, on perd de la dynamique. En fait, le vrai baromètre, pour moi, c'est ça. Et au début de mon mandat, j'avais dit, les mesures sont bonnes, dès lors, le vrai curseur, c'est l'emploi. Si ça redonne
je dirais, une baisse de chômage significative, c'est que c'est bon, Inverser quelle que soit la forme. La courbe du chômage. Oui, au-delà de l'intention, c'est la réalité, quoi. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors, le président de la République doit demain, en effet, tenir une conférence de presse très attendue pour justement préciser cette dimension du pacte de responsabilité. Et puis, pour des raisons plus personnelles, hein, depuis ce week-end, on va mettre les pieds dans le plat, mais bon, il y a cette histoire Gaillet que plus personne ne peut ignorer. Vous, comment est-ce que, au-delà de l'intimité, de la vie privée, en tant que chef d'entreprise, vous percevez ce qui s'est passé? Est-ce que, pour vous, c'est strictement de l'ordre du privé ou est-ce qu'il y a une incidence, malgré tout, qui va au-delà? Bah, chacun peut avoir un jugement. Moi, j'en ai pas sur la partie privée. Voilà, on peut s'interroger de l'utilité d'aller se perdre dans ce genre de considérations lorsque on a un pays à mener. Mais bon, à la limite, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Est-ce qu'on peut tomber amoureux quand on est président de la République et qu'on a des chantiers sans doute lourds à gérer? À titre personnel, j'ai envie de dire, j'espère encore que ça fait partie du domaine du possible. Mais je dirais après, moi, j'ai pas de réaction à faire sur le sujet. Je suis plus gêné que finalement notre préoccupation actuelle quand on ouvre les médias, quels qu'ils soient, c'est Schumacher depuis 3 semaines, c'est Dieudonné, et puis maintenant c'est le président de la République. Pendant ce temps-là, tous les trimestres, c'est 12 000 entreprises qui déposent le bilan. Donc c'est une lame de fond et c'est ça le vrai sujet, quoi. Donc c'est comment on remet finalement les vraies mini-victoires, les vraies réussites, comment on les met en avant pour dire que finalement c'est bien, parce que là on est à côté de la plaque. Quand on parle de ça, on est quand même à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous attendez alors demain? Voilà, parlons de ce pacte de responsabilité. Il a été exprimé lors des vœux du président de la République. Ça a surpris. Des gens ont dit que c'était un tournant. D'autres disent que c'est en tout cas un approfondissement de la politique qui est menée. C'est l'idée d'un donnant-donnant, baisse de charges contre création d'emplois. Le MEDEF parle de 1 million d'emplois possibles à créer si on prend effectivement les bonnes réformes. Comment, au CJD, vous percevez les choses et qu'est-ce que vous attendez? Bon. La première chose que j'ai envie de dire, c'est bien ce qu'il dit et c'est probablement 18 mois de perdu. Parce que finalement, que la baisse de charge, c'était une sorte de CICE improbable, donc on aurait peut-être pu anticiper. Donc sur le fond, l'intention, elle est bonne et on va pas tout de suite couler le bateau sur lequel il est. Donc il faut laisser venir le principe. La contrepartie d'1 million d'emplois, c'est encore l'idée qu'un État puisse dire, voilà, je vous donne ça et vous créez 1 million d'emplois. C'est une promesse que le patronat ne peut pas faire. Enfin, franchement, c'est plus un objectif qu'une promesse. Ouais, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est à peu près aussi irréaliste que de promettre que les 35 heures vont créer de l'emploi. Donc je dirais, on a dit que les 35 heures par la baisse du temps de travail va créer de l'emploi et on n'en a pas créé. Et de dire qu'on va baisser les charges, ça va en créer, c'est à peu près le même combat. C'est, on va dire, assez stupide. Malheureusement, la création d'emplois, elle ne passe pas par ce genre de mesures. Il y a un effet systémique à mettre en route. Et puis le vrai enjeu, c'est les TPE-PME, quoi. C'est elles qui créent l'emploi. Depuis maintenant 10 ans, c'est les grands groupes qui je dirais, mettent sur le carreau soit des entités complètes, soit carrément des plans sociaux. Alors qu'à côté de ça, on a 90% de notre économie est tenue par des PME de 10-20 salariés qui tous les jours se battent avec leurs employés pour résister, quoi. Vous attendez une mesure phare, une baisse des charges forte, une autre mesure des effets En fait, quand je sonde les entrepreneurs du mouvement, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, aujourd'hui, on a besoin de signaux positifs pour reprendre confiance dans les engagements, c'est-à-dire dans l'investissement. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'on a une perspective économique, alors on a 50% de notre cerveau qui dit « Allez, feu, j'investis, je me porte caution, j'achète, j'embauche et tout ça ». Et après, il y a 50% du cerveau qui est de l'émotion, c'est-à-dire il dit « Est-ce que je sens le truc, est-ce que je… » Voilà, ces 50%, ils sont complètement sclérosés. Plus personne n'a la confiance dans l'avenir. Les grands groupes, les donneurs d'ordre, c'est une catastrophe, les délais de paiement sont rallongés. On fait tous les médiateurs qu'on veut, on n'arrive toujours pas à endiguer ce mal du rapport de force entre le grand groupe et la TPE-PME. Bon sujet par rapport à l'Allemagne, où là, il y a vraiment des grands groupes qui emmènent les TPE-PME. Chez nous, on les écrase en permanence. Enfin, j'ai une liste complète de comportements absolument inadmissibles de la part de grands groupes vis-à-vis de TPE-PME. Donc ça, c'est un vrai mal sur lequel l'État pourrait un petit peu se pencher. Quand on parle de pacte de responsabilité, donc c'est que la responsabilité était aussi dans le camp des grands groupes. Parce que c'est vrai que les délais de paiement, même il y a eu un petit moment, ça s'est peut-être arrêté, un chantage au CICE où des grands groupes demandaient à leurs sous-traitants de leur ristourner la baisse de charge. Sur ce sujet, je pense même qu'on a été, le CJD, les premiers à être alertés de ça par des jeunes dirigeants qui nous ont dit « Oula, le CICE vient de passer, j'ai été convoqué par un grand fabricant de quelque chose qui m'a tout de suite dit comment tu réintègres ça dans ton coût, quoi. » Donc oui, on a été les premiers. Et là, je pense que ça a été endigué, mais il y a 39 mauvaises pratiques qui ont été recensées par Pacte PME. Ça vaudrait le coup d'une émission
entière. Ce que j'entends dans votre message, c'est que c'est peut-être moins une mesure phare ou emblématique ou concrète qu'un état d'esprit général. Par exemple, celui qui a consisté à vilipender, à stigmatiser les chefs d'entreprise avec ces malentendus à répétition entre « je t'aime, moi non plus ». Vous-même, vous avez été échaudé, hein, les assises de l'entrepreneuriat, vous y avez participé. Et puis… And so what? Donc on a fait un travail formidable, on était 200 entrepreneurs dans 9 groupes. Moi j'ai piloté le groupe sur la fiscalité, sur le financement des TPE-PME. Voilà, on a fait des propositions. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui est sorti de tout ça. Fleur Pellerin se bataille avec ça. Je ne sais d'ailleurs pas si elle se bataille. Vous n'arrivez plus à la voir, vous m'avez confié. Tout à fait. Je l'ai alerté après l'université du MEDEF en lui disant j'ai des sujets sur lesquels j'aimerais revenir pour communiquer à mon mouvement, aux gens du CJD qui me disent Christophe, tu as travaillé sur des sujets, qu'est-ce qui s'est passé, la suite. Je n'ai pas de choses à leur donner parce que je ne sais pas comment ça avance. Je voulais la rencontrer, on n'a pas réussi à la rencontrer. On a eu un joli courrier malgré tous les biais. Voilà, donc elle n'a pas le temps de recevoir le CJD, ce qui en soi n'est pas grave, mais ce qui symbolise quand même le fait qu'on fait des assises, fiscalité, crowdfunding, entrepreneuriat, et tout ça, ça passe le temps, quoi. Et vous demandez à quoi ils servent ces ministres finalement, hein, du redressement productif, du numérique et autres. Vous avez l'impression que on a tiré les cartouches et que maintenant le fusil est un peu vide. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. On sent qu'ils ont tout jeté sur les premiers mois, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien dans les… Il n'y a plus rien dans les tuyaux, donc du coup… Et en fait, vous posez une question très juste, qu'est-ce qu'on attend? Un entrepreneur, il veut juste que ça aille vite et que ce soit simple, surtout les TPE-PME. Lorsqu'un entrepreneur qui a une dizaine de salariés, licencié, c'est juste une tragédie. Tout le monde a l'impression que le patron, il licencie comme s'il allait faire ses courses. C'est juste une tragédie. Le gars qui licencie, il le croise le lendemain à la boulangerie dans son village. Enfin, il y a une vie sociale dans une entreprise, dans une TPE-PME. Et malheureusement, il y a des moments où tu es contraint. Donc aujourd'hui, toute la complexité liée à la possibilité à un moment d'ajuster sa masse salariale, même sur une TPE, elle est extrêmement fragilisante. Je connais personnellement des entrepreneurs qui ont déposé le bilan parce qu'ils ont voulu se prémunir d'une difficulté économique. Ils ont dû licencier 1 ou 2 personnes. Rien que le prud'homme les a assommés et donc ils ont mis la clé sur la porte. Donc il y a une sorte d'inconfort à l'ajustement de sa masse salariale. Et c'est pour ça qu'une de nos propositions qu'on avait fait au CJD, c'était un contrat de travail qui intégrait tout de suite les conditions de sortie. Comme ça, on sait où on va et c'est quelque chose sur lequel les syndicats salariés ne veulent pas du tout aller. Et pourtant, ce serait quelque chose qui est attendu. Alors, une parenthèse sur les 35 heures. Jacques, un internaute nous demande est-ce qu'on doit les supprimer? C'est un vieux serpent de mer. Est-ce que vous pensez que c'est encore ça le débat? Le débat est pour… donc merci pour sa question déjà. Non, le débat, il n'est pas de modifier, enfin de les supprimer, ça n'a pas de sens. Maintenant, c'est instauré, on n'a pas de débat avec ça. En fait, ce qu'il faut, c'est de la flexibilité. Aujourd'hui, il faut qu'à l'échelle d'une entreprise, on puisse s'entendre qu'à un moment, lorsqu'on a du travail, on travaille plus, qu'on puisse payer plus, dès lors qu'on a les carnets de commandes qui sont pleins, et lorsque ça ne va pas, il faut réajuster. Donc en fait, il faut fluidifier. Et c'est ça la création d'emplois. C'est ça, à un moment vous êtes 10, vous prenez du marché, vous pouvez facilement réembaucher 2-3 personnes. À la fin ça baisse, vous en gardez plus que 2, mais vous en gardez 1. Je dirais à l'échelle du nombre d'entreprises qu'on a, ces choses-là sont possibles. Le primo-emploi, je veux dire, on a tellement de boîtes qui ont 1-2 salariés, quoi, 2 associés parfois. Combien il serait important de soutenir une entreprise qui fait ce primo-emploi? Et ça, c'est des petites mesures qui n'ont pas non plus une incidence majeure au regard de la dignité de la personne qui retrouve le boulot. Je voudrais revenir sur le pacte de responsabilité. Bon, on ne sait pas encore comment le président de la République veut l'aborder, mais il y a cette idée de baisser les charges. Est-ce que pour vous, c'est un sujet, le coût du travail? Il y a eu le CICE qui doit baisser à terme de 6% globalement le coût du travail, ça coûte 20 milliards. Le MEDEF dit qu'il faudrait faire 50 milliards de baisse des charges, financer on ne sait pas très bien comment. Est-ce que c'est pour vous un élément déclencheur de l'embauche ou, comme vous le disiez, c'est plus global que ça, c'est plus compliqué? Je pense que c'est un élément qui va favoriser, mais ça ne peut pas être la promesse du 1 pour 1. Incontestablement. Et vous reconnaissez quand même qu'il y a un problème de coût du travail qui freinerait l'embauche? En fait, si vous voulez, il suffit de se positionner à isopérimètre d'activité. Si vous avez une entreprise de 50 salariés qui fabrique une pièce détachée et que vous avez une entreprise allemande qui fait la même pièce détachée et que vous avez une perte de compétitivité de 4%, parce que le poids de la masse salariale est important, bon, c'est incontestable et ça ne vous rend pas compétitif. Donc le fait de se réajuster par rapport à un niveau moyen européen, de toute façon… C'est une forme de dévaluation déguisée, on va dire. C'est une forme interne à l'euro. Probablement, mais c'est plutôt, voilà, moi je le vois plutôt comme une sorte de se redonner un petit peu confiance sur les marchés européens. Et là, c'est de nouveau le cerveau émotionnel de l'entrepreneur qui se dit mon coût du travail baisse, donc j'ai une capacité à faire un petit peu plus de marge, donc à réinvestir. Donc je pense que c'est un des combats, mais ce n'est pas le combat unique. Un autre combat, c'est celui de la fiscalité. Vous avez cité tout à l'heure les mauvaises, pour vous, mesures du début du quinquennat.
ce qui a été beaucoup reproché au-delà de la nature de ces mesures, c'est l'instabilité permanente. C'est-à-dire que ça a à peu près changé tout le temps. Un jour, il y avait une annonce, après, elle était annulée pour remplacer par une autre, notamment sur l'impôt sur les sociétés, par exemple. Il y a eu un débat sur une taxe sur le fameux excédent brut d'exploitation auquel ils ont renoncé. Là, on est dans une phase de remise à plat. Il y a des assises de la fiscalité qui succéderont donc au mois de janvier, probablement début février. Là aussi, est-ce que vous avez, vous, au CJD, des propositions particulières à faire sur la fiscalité des entreprises? On va aller, nous, au CJD, on va plutôt aller vers l'harmonisation européenne. C'est de nouveau un sujet, je dirais, commun à l'Europe, qui n'est pas un sujet franco-français. Ça, c'est un premier constat. Ensuite, il y a probablement un ajustement à faire par rapport à la typologie de nos entreprises. Et aujourd'hui, je dirais, l'inégalité face à l'impôt sur les sociétés, par exemple, entre les TPE, PME et les grands groupes, est quelque chose d'insupportable. Donc, on n'a pas les armes, on n'a pas les moyens, si vous voulez, d'optimiser. Donc, en fait, les TPE, PME payent en moyenne une trentaine de % d'IS quand elles gagnent de l'argent. Et alors que les grands groupes, on est plus près des 5%. Donc ça, c'est à la fois fiscalement, c'est injuste, à la fois socialement, c'est nul parce que ça veut dire que l'État ne collecte pas un argent équivalent. Donc c'est plutôt avoir effectivement un impôt juste, un impôt diversifié. François Hollande avait une mesure en disant, tiens, on va faire un IS, je dirais, à deux vitesses en fonction de rien. Promesse, mais il ne l'a pas tenu. Ça n'a pas été fait et c'est dommage. Donc moi, j'attends pas grand-chose de ces assises tant les sujets sont connus. En fait, le problème, c'est que les sujets sont connus et les assises ne sont qu'un prétexte à laisser passer du temps. Vous avez, lors de la campagne présidentielle, publié un livre blanc avec des idées révolutionnaires, dit Julien, un internaute. Un mot sur votre proposition de supprimer l'argent liquide parmi ces 7 idées. Il les connaît bien apparemment. Alors, c'était une proposition du CJD qui avait déjà quelques années et que mon prédécesseur Michel Meunier a remis en forme. Non, en fait, l'idée, c'est qu'on est toujours sur la notion de base taxable. C'est-à-dire que plus la base taxable est importante, plus vous avez des sources de revenus. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a quand même toute une économie parallèle qui est, on va dire, absolument connue, y compris des services qui sont censés la combattre. Et l'idée un petit peu, je dirais, iconoclaste, en fait, c'est une réflexion qu'il fallait avoir, c'est pas une proposition dans le sens, il faudrait le faire, c'est plutôt ayant une réflexion vers la dématérialisation financière, parce que finalement, dès lors qu'à un moment vous avez moins d'argent liquide, vous avez moins de moyens d'en faire, quoi. Et je veux dire, on sait très bien que, y compris dans la restauration, la baisse de la TVA n'a pas diminué l'argent liquide. Il y avait une autre idée, je parle sous votre contrôle, mais c'était d'avoir une imposition sur le patrimoine, en fait, alors pour équilibrer d'autres impôts, une espèce de super ISF, c'est ça l'idée? En fait, l'idée, encore une fois assez iconoclaste, c'était cette notion de taxe sur les actifs nets. En fait, l'idée, c'est de dire un individu, il dispose quelque chose et il doit quelque chose. De l'emprunt. Comme un bilan d'entreprise, en fait. Voilà, exactement. Et donc, de fiscaliser finalement le différentiel. Donc, entre guillemets, plus tu es riche, plus tu vas être taxé proportionnellement à ta richesse. Et le fait de détenir des appartements, même très chers, et d'être endetté en contrepartie, ou d'avoir investi des actions dans des entreprises, ça permet de compenser. Je veux dire, il est quand même anormal d'être fiscalisé à l'ISF alors que vous avez parfois très peu de patrimoine et surtout beaucoup d'actifs circulant dans des entreprises parce que vous avez investi. L'État ne fait pas de distinction de ça. Donc l'idée, c'était un petit peu de finalement taxer plus justement. Et sur les stocks plus que sur les flux? Plus sur le stock que sur le flux, oui. Ça n'a pas du tout vu le jour ou de reprise ou autre parce que... Ça nécessite une refonte totale du paradigme fiscal. Mais alors ça amène ma prochaine question. Est-ce que qui vous rejoint au CJD? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous rejoignent? Est-ce qu'ils ont l'impression que finalement vous n'êtes peut-être pas trop loin du ballon? Quand vous dites qui nous rejoignent... Parmi les chefs d'entreprise, les nouveaux membres, est-ce que vous avez vous attirez encore En fait, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes dirigeants qui viennent au CJD. Hein. On est plus de 4000. Il y a encore 6-7 ans, on était 3000. Pourquoi? Première chose, je pense que les propositions du CJD sont des bonnes propositions et elles sont, je dirais, des paroles d'entrepreneurs, citoyens. Elle n'est pas politisée. Nous, on n'est pas partisans, on n'est pas de droite ou de gauche. On a cette force justement de finalement faire abstraction d'eux. Donc la pertinence des propositions et le fait finalement d'avoir quelqu'un qui est audible. Alors, on ne l'est pas à l'échelle d'un partenaire social reconnu, type MEDEF ou CGPME, mais somme toute, ça plaît à l'entrepreneur à un moment d'avoir un engagement citoyen, d'une parole, je dirais, qui est juste, alors qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ne peuvent pas complètement se sentir représentés par le MEDEF et par la CGPME. Alors, à ce sujet, même ça n'a rien à voir avec le CJD, il y a une autre association qui s'appelle Croissance Plus, dont l'un des anciens présidents, Denis Père,
se lance en politique au nom justement de ce mouvement citoyen, considérant que les partis traditionnels ne font pas le boulot. Est-ce que c'est une personne en qui vous pourriez vous reconnaître, par exemple, s'il faisait vraiment de la politique, Denis Père, donc l'ancien patron de Croissant Plus? Alors je ne le connais pas personnellement, mais la démarche est louable, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle traduit? Elle traduit finalement que les gens de la société civile, c'est un entrepreneur, mais ça pourrait être un président d'association, je dirais, nationale. Il parle d'ailleurs où il veut mobiliser la société civile. Je pense que, je veux dire, ça démontre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, et je crois que c'est lui qui a dit ça, qu'on ne peut pas demander à ceux qui ont mis en place le système de le défaire. Parce qu'en fait, ils sont assis sur leur propre système. Les hommes politiques, ils vivent de ça, ils sont carriéristes. Donc en fait, c'est l'échelonnement en permanence, je dirais, des mandats. C'est la période de réélection. Donc aujourd'hui, on ne peut pas leur demander à eux de se tirer une balle dans le pied, parce que finalement, comme c'est devenu des professionnels de la politique. Donc le fait que des gens soient des personnes de la société civile, c'est une bonne chose, parce que c'est un regard neuf sur la politique. Donc plus qu'un parti politique, je ne sais pas d'ailleurs s'il terminera en vrai parti à mettre des candidats, mais en termes de... Il ne l'a pas exclu. Ouais, c'est très bien, il a raison, parce que dans ces cas-là, on est en général engagé, donc je salue la démarche, mais s'il peut être entendu, s'il peut être repris, s'il peut être consulté, je pense qu'il ne s'en privera pas, et donc c'est un bon combat. Qu'est-ce qui fait la différence entre le CJD et puis les autres organisations que vous avez citées, comme la CGPME, le MEDEF, hormis la taille et l'envergure? La liberté de ton, ça c'est sûr. On n'a pas d'intérêt particulier, on n'est pas corporatiste, donc nous on défend l'entrepreneur, qu'il soit pigeon, maçon, profession libérale ou ETI. Donc nous on défend l'entreprise pour ce qu'elle crée de richesse sur un territoire et ce qu'elle crée comme emploi. Donc ça c'est notre cause qu'on défend. Donc déjà, on n'a pas de problème de devoir tenir compte des petits copains, des branches, de l'IUMM ou des... Vous n'avez pas de mandat non plus. Voilà, on n'a pas de mandat, on ne se tient pas par la main, on ne défend pas les mêmes causes et les mêmes intérêts. Ensuite, on est souverain dans notre positionnement politique parce qu'on est souverain financièrement. On est une petite association malgré tout, mais nos deniers sont les deniers de nos membres. Donc les 4200 dirigeants qui sont cotisants cotisent. Ça, c'est un point important qui ouvre le dossier du financement des organisations comme les vôtres. Est-ce que vous militez justement pour une extension? Chacun devrait cotiser, faire cotiser ses membres? Ça me semble... moi, je ne peux pas donner quitus à quelqu'un de me représenter si je n'adhère pas à ce qu'il me dit. Donc le fait d'être adhérent par défaut, que ce soit par une branche ou quoi que ce soit, est à mon avis aujourd'hui insuffisant. Dans le projet de loi qui sera présenté dans le courant du mois sur la formation professionnelle, il y aura un volet financement justement des partenaires sociaux, pas seulement des syndicats bien sûr, mais aussi du patronat. Et la CGPME, dans cette réforme de la formation professionnelle, a eu une attitude que certains ont jugée un peu corporatiste pour défendre justement part de gâteau finalement qu'elle s'octroyait grâce à la formation professionnelle. Quel jugement vous avez au CJD là-dessus et jusqu'où faut-il aller pour réformer? Ça fait partie peut-être aussi des réformes qui pourraient changer la France, d'avoir un financement plus... je pense que le financement, c'est le nerf de la guerre, mais bien sûr, je veux dire aujourd'hui d'une organisation, on attend que ce soit transparent. Lorsqu'on dit il y a 32 milliards pour la formation et qu'on sait qu'il y en a une partie qui servent à financer des hommes et des femmes dont on n'est pas sûr qu'ils nous représentent, on peut se poser la question de la légitimité, a fortiori quand on sait que l'enjeu de la formation est important. Donc, je peux comprendre. Il faut passer un financement public, par exemple, comme les partis politiques? Ça peut passer par un financement public, je dirais une reconnaissance statutaire, mais le vrai enjeu, c'est si aujourd'hui les 3 millions d'entrepreneurs en France cotisent sur une modalité à définir dans une corporation ou dans une structure dans laquelle ils se reconnaissent, ça vous donne un autre poids. Je veux dire, c'est un sujet de représentativité. On a fait un petit exercice assez sympathique. J'avais une centaine d'entrepreneurs et donc nous recevions un patron d'une organisation patronale avec qui on a eu un échange informel, fermé. Et donc j'ai évité de lui poser la question de savoir si, dans la salle, est-ce que beaucoup adhéraient à l'une ou l'autre organisation patronale. Donc je l'ai épargné pendant qu'il était avec moi. Et naturellement, il trouvait que la représentativité était tout à fait parfaite aujourd'hui. Ça allait bien à 3 de représenter le patronat. Et lorsqu'il est parti, j'ai quand même sondé les 100 entrepreneurs et j'avais quand même 2 qui cotisaient à la CGPME et 3 au MEDEF, et tous les autres 0. Certains le subissaient par leur branche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une salle, j'avais 97% d'entrepreneurs qui ne cotisent pas de façon volontaire. Donc ça veut dire que quand vous payez votre cotisation au CJD, vous vous engagez avec. Oui, c'est quand même important, quoi. Et ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Un mot sur les lois Hamon, Vallaud-Belkacem. Vous êtes assez critique sur ces nouvelles lois qui passent en permanence. En fait, si vous voulez, ça part en général de gens qui méconnaissent totalement l'entreprise sur des sujets sur lesquels il faudrait consulter. Et là,
clairement, on a des gens qui décident sans consulter. C'est quoi? C'est l'idéologie derrière? C'est une sorte d'idéologie, on va dire, pour moi un peu stupide, je le dis sincèrement. La loi Hamon était vraiment pour moi l'incarnation de la... Peut-être préciser de quoi il s'agit. Donc la c'est loi sur l'obligation d'information des salariés avant de revendre une entreprise. C'était le postulat de base, et il faut se rappeler le postulat de base, hein, parce que la loi a beaucoup évolué, c'était de dire, comme il y a des entreprises qui ne sont pas reprises, et qu'il y a des salariés qui pourraient la reprendre, donc on va rendre obligatoire le fait de la proposer aux salariés. Et c'est une méconnaissance totale des processus de reprise d'une entreprise, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est ultra confidentiel, avec des parties prenantes qui doivent être protégées, qui doivent être associées à des moments clés. Donc c'est pas quelque chose qui peut se décréter 2 mois avant, quoi. Et donc quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont dû amender tout ce qui pouvait ce texte pour ne pas décrédibiliser M. Hamon, mais tout en rendant le texte comme une coquille vide. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de contraintes, c'est-à-dire qu'on peut plus, il n'y a pas de droit de préemption des salariés. On a juste l'obligation de faire un affichage. Donc il faut faire un affichage comme quoi on va. Donc on fait une loi pour une loi. On fait une loi pour une loi qui va créer aucune reprise de la part des salariés. Sur le sujet de la reprise de l'entreprise par les salariés, on sait qu'une des raisons, c'est qu'il y a 500 000, peut-être même 800 000 entreprises à reprendre dans les 10 ans qui viennent, parce que question démographique. Est-ce que sur ce sujet, vous auriez une proposition à faire? Parce que c'est assez difficile en fait pour les salariés souvent de reprendre. En fait, si vous voulez, il y a des propositions qui sont techniques. Donc nous, ce qu'on a proposé sur la loi Hamon, c'est finalement pourquoi ne pas évoquer le sujet de la reprise potentielle d'une entreprise tous les ans avec les salariés, qu'elle soit à reprendre ou pas. Parce qu'en fait, la problématique n'est pas la reprise, la problématique est dans la détection des repreneurs. Absolument. Donc quand vous décrétez, vous allez vendre, un repreneur ne s'improvise pas comme ça, ah bah ça y est, je la reprends, il faut trouver de l'argent, il faut être... Souvent, quand ça arrive, c'est l'entreprise va mal, c'est mais voilà, exactement. Mais lorsqu'on sait, par le dialogue social, et c'est là tout l'enjeu, qu'on communique sur ce sujet en disant, attention, voilà, moi j'ai 50 ans, je vais peut-être pas vendre demain, mais peut-être que j'ai une opportunité, peut-être que j'ai envie de faire autre chose. Un entrepreneur, ça ne s'aide pas que à la retraite. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler annuellement avec les salariés ou avec les partenaires, je dirais, de l'entreprise? C'est un débat, quelque chose qui pourrait avoir lieu. Donc nous, on a fait cette proposition là. Donc c'est la détection finalement des repreneurs dans l'entreprise, ça c'est important. C'est créer les conditions techniques pour le faire, parce qu'un salarié n'a pas les conditions techniques, financières, pour reprendre une entreprise. Il faut être accompagné, il faut du conseil. Donc comment on accompagne ce pack reprise pour un salarié? Et puis ensuite, il y a beaucoup de salariés qui reprennent les entreprises. Hein. On n'a pas attendu Hamon pour que ça se fasse. Hein. Et sur la loi Vallaud-Belkacem aussi, vous êtes assez critique. Oui, bah je ne vais pas y passer 1 heure, mais c'est un peu le même principe. C'est vraiment décréter qu'il faut que... c'est sur la parité. Voilà, sur la parité, c'est méconnaître finalement le fonctionnement de l'entreprise. D'accord. Et ça rejoint cette critique des ministres finalement qui essayent d'exister au travers de lois ou de déclarations, mais qui finalement méconnaissent la vraie vie des entrepreneurs. Moi je ne sais pas ce qui les motive, mais en tout cas ça ne donne pas une très très bonne image, quoi. Et, en fait, ce qui est dommage, hein, c'est que sur des sujets comme ça, qui sont vraiment des sujets techniques sur lesquels on a besoin de prendre l'avis des entrepreneurs et de la réalité économique, on n'est pas consulté. Et des sujets, on va dire, régaliens, la fiscalité, où là on demande à un État fort de prendre les mesures et d'y aller par ordonnance, par toutes les méthodes qu'il veut, avec un Parlement, je dirais, qui est soudé. Là on passe par tous les processus pseudo-démocratiques d'assises, de colloques, de tables rondes, de tout ce qu'on veut, ils passent leur vie à faire ça. Donc c'est insupportable, alors qu'on leur demande de l'action. Et sur les sujets techniques, où finalement on fait parler de la fibre, de l'employabilité, de la femme, de l'entrepreneur, de la reprise, du salarié, où on a besoin d'une technicité, donc de la vie d'entrepreneur, on ne les consulte pas ou de façon un petit peu sporadique. Un petit sujet d'actualité, les taxis manifestent aujourd'hui contre la libre concurrence, les VTC qui donc leur feraient une concurrence selon eux déloyale. Le gouvernement a pris une mesure un petit peu mi-chèvre, mi-chou sur cette histoire des 15 minutes de délai. Est-ce que vous là-dessus, parce que souvent les taxis sont souvent des entrepreneurs individuels, est-ce que vous avez une opinion? Est-ce que vous ne craignez pas plus généralement, parce qu'on voit bien qu'on est beaucoup bousculé en ce moment, tous les modèles économiques sont bousculés, notamment par Internet, qu'il y ait une résistance au changement, à ces changements un peu destructeurs éventuellement, mais qui sont créateurs de nouveaux emplois, qui freinent finalement ce pays? Clairement, si on prend les taxis, c'est l'archétype même du truc qui est sclérosé, qui est corporatiste, qui est avec de l'influence, avec des lobbies et avec du politique. Alors que ça devrait revenir finalement à la vraie économie, c'est-à-dire la libre concurrence. Aujourd'hui, un pauvre taxi, c'est normal qu'il soit dans la rue, un pauvre taxi, on va lui taper entre 200 et 300 000 euros pour avoir le droit de rouler dans Paris. Qu'est-ce qui justifie que pour pouvoir conduire une voiture, on paye aussi cher à 1 ou 2 entreprises qui ont le monopole? Mais en même temps, c'est sa retraite, hein, c'est son patrimoine. Oui, mais aujourd'hui, pour faire une course, en dessous de 35 euros, il ne gagne rien.
Entre la voiture et ce qu'il doit à son employeur et son prêt, il ne gagne rien. Donc donnez-lui la possibilité de gagner de l'argent et de faire de la marge sur chaque course, et vous allez voir qu'il va la faire, sa retraite. Aujourd'hui, vous donc ouvrez... il sera moins opposé à l'arrivée de nouveaux compétiteurs. Mais bien sûr, après ça va se réguler. Mettez 3 nouveaux acteurs de taxi comme G7 ou Taxi Bleu, vous en mettez 3 nouveaux. Vous allez voir, ça va faire baisser les prix, ça va augmenter les services. On n'est pas super bien accueillis dans les taxis parisiens, on poireaute souvent, il faut toujours aller chercher à des endroits improbables. Donc je dirais c'est une corporation qui mériterait plutôt de se remettre en question plutôt que de revendiquer une sorte de monopole. Allez, une dernière question pour finir, c'est l'intitulé de cette émission. Que souhaitent les jeunes dirigeants pour 2014? Si vous aviez un souhait à formuler. Un petit peu de simplicité, qu'on nous foute la paix. On nous sort un bulletin de paye avec une ligne, ce qu'on paye moins les charges. On nous fait une fiscalité simple. Un IS adapté. On nous fait, je dirais, un soutien aux primo-embauches pour ces petites entreprises qui veulent monter les marches de la croissance. On fait supprimer les effets de seuil. Ça, c'est un vrai sujet. Donc la simplification en un mot. Voilà. Ça, c'est un beau mot. Éclairer le paysage, rendons le paysage de l'entrepreneur avec une vision qui n'a pas des barrières dans tous les sens, où tu es avec tes cailloux sur le dos et il faut que tu passes la barrière. Eh bien, on verra si cela reste un vœu pieux ou pas. C'était en tout cas la tribune des décideurs de Christophe Praud, le patron encore pour 6 mois du Centre des jeunes dirigeants. Merci, pour vos réponses, pour votre visite. Merci Philippe également pour toutes ces questions. Merci à vous d'avoir suivi et participé. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure.